Bonjour à vous tous. Il nous fait plaisir de vous présenter ce webinaire sur l'évaluation de la conduite automobile en GMF suite à plusieurs demandes que nous avons reçues. À la fin de ce webinaire, vous aurez à compléter un questionnaire qui vous permettra d'évaluer vos nouvelles connaissances apprises. Voici les objectifs de la présentation. Donc, mieux comprendre notre rôle, infirmière et travailleur social, dans l'évaluation de la capacité à conduire. Comprendre l'importance de l'évaluation automobile pour la clientèle en troubles neurocognitifs. Identifier des indices cliniques qui permettent à la conduite automobile altérée. Instaurer une procédure fonctionnelle et rapide d'évaluation de conduite auto en GMF. Savoir comment faire un signalement à la SAAQ. Présenter des stratégies d'accompagnement pour la cessation de conduite automobile et connaître des ressources disponibles pour des évaluations plus approfondies. Votre client aura bientôt 75 ans ou 80 ans et il a reçu une lettre de la SAAQ, un formulaire qu'on appelle le M28. Donc, voici les recommandations de la SAAQ. Tous les conducteurs de 75 ans et plus, malgré plusieurs années d'expérience de conduite auto, peuvent développer des problèmes de santé ou des problèmes de la vue qui apparaissent avec l'âge. C'est pourquoi tous les clients de 75 ans et plus doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin et à un examen visuel effectué par un optométriste ou un ophtalmologiste. Par la suite, ils doivent le refaire 6 mois avant d'atteindre 80 ans et tous les 2 ans après 80 ans. Donc, vous pouvez voir ici le formulaire M28 qui est rempli par le médecin. Il s'appelle le rapport d'examen médical pour le permis de conduire et on y retrouve une évaluation à plusieurs niveaux. On va aller évaluer les troubles visuels, les troubles auditifs, des troubles neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, des problématiques au niveau du diabète ou d'autres troubles du métabolisme, des problématiques psychiatriques ou consommation de substances, des limitations fonctionnelles et tout autre diagnostic qui peut être pertinent. Donc, l'examen médical permet de vérifier l'état de santé général du client, sa mobilité, donc par exemple, est-ce qu'il présente une bonne amplitude des mouvements pour tourner la tête? Est-ce qu'il a un bon tonus musculaire? Est-ce qu'il souffre d'arthrite ou d'arthrose, etc. Les fonctions cognitives, donc a-t-il un comportement adéquat, une bonne mémoire, une bonne attention, etc. Par la suite, l'examen visuel va permettre de vérifier sa vision de loin et la vision périphérique, de voir s'il a une bonne acuité visuelle, et pour voir s'il présente des problèmes pouvant réduire la vision, comme par exemple des cataractes, du glaucome ou une dégénérescence maculaire. Donc, le vieillissement normal va entraîner des changements à ces niveaux et c'est pour ça que c'est important de les évaluer de manière régulière. Regardons maintenant quelles seraient les raisons pour lesquelles le médecin demanderait à un professionnel de la santé de faire une évaluation cognitive suite à une demande ou un renouvellement de permis ou aussi une suspicion de conduite dangereuse. Alors, il arrive que le médecin ne voit pas souvent son client, donc il ne le connaît pas suffisamment pour statuer sur sa condition cognitive. L'autre raison serait que le médecin pourrait avoir des suspicions raisonnables ou que le médecin a effectué le test de repérage avec le mini-code que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un test qui se fait pendant l'évaluation physique du client, qui prend à peu près 2 minutes, et que le médecin aurait des doutes suite au mini-code. Donc, maintenant, je vous présente
les outils qui vont servir à l'évaluation de votre client suite à la demande du médecin. Donc, on vous suggère d'utiliser le MMSE, qui est le test principal pour l'évaluation cognitive. Il y a aussi un questionnaire d'évaluation automobile. C'est exactement comme une collecte de données, mais qui est beaucoup plus spécifique à la conduite auto, ainsi que les deux autres tests suggérés, qui sont le tracé B, c'est le long tracé que la SAAQ utilise, ainsi que l'horloge. Il faut se rappeler que la conduite automobile n'est pas un droit, mais bien un privilège. Il est très, très, très important d'informer tous les clients ayant des troubles neurocognitifs ainsi que leurs familles que l'éventualité de la cessation de conduite et aussi de les supporter dans le processus de planification. Nous vous présentons maintenant une histoire de cas. Donc, nous avons M. Tremblay, âgé de 71 ans, qui est professeur à la retraite. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer au stade léger. Il est sous Aricept et son dernier MMSE est de 25 sur 30. M. Tremblay oublie souvent ses rendez-vous s'ils ne sont pas notés et il ne peut plus gérer seul son budget. Il conduit pour aller à la pharmacie et à l'épicerie, donc dans des petites distances. Il n'a pas d'accident, d'accrochage ou de contravention et ne s'est jamais perdu. Il se rend en Floride en voiture depuis 12 ans où il y passe 2 mois avec son épouse. Par contre, madame est inquiète car lors du dernier voyage en Floride, monsieur éprouvait plus de difficultés à faire le trajet et elle devait rester éveillée pour être capable de l'assister dans sa conduite. Selon vous, est-ce que la capacité de conduire de M. Tremblay devrait être évaluée? Très important, tout patient avec un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, que ce soit l'Alzheimer, vasculaire ou autre, et même au stade léger, donc en début de maladie, qui souhaite poursuivre sa conduite automobile devrait passer une évaluation sur route. Car à ce jour, il n'y a aucun test, soit un test cognitif comme le MMSE, le MoCA, ou une évaluation en neuropsy ou en ergothérapie, s'ils sont faits seuls, qui ne peut prédire la réussite d'un test sur route. Revenons à l'histoire de cas de M. Tremblay. Donc, le médecin questionne M. Tremblay sur son intention de continuer à conduire. Et monsieur dit souhaiter conserver son permis. Par contre, il est fâché que le médecin le questionne, mais du côté de son épouse, elle se sent rassurée. Le médecin informe monsieur, en présence de son épouse, que la SAAQ lui demandera peut-être de passer un test sur la route afin d'évaluer sa conduite automobile. Puisque M. Tremblay a d'excellentes habitudes de conduite, sans accident, sans incident, le médecin spécifie qu'il pourra continuer de conduire jusqu'à son test sur la route. Le médecin aborde également la possibilité d'un échec et les options alternatives de transport s'il y a lieu. Regardons maintenant des indices cliniques qui pourraient mener à une conduite automobile altérée. Alors, on pourrait parler de perte de jugement et d'autocritique, de diminution des activités comme les sorties, les jeux de cartes, les rencontres entre amis. Il y a aussi les chutes répétitives. Pour aucune raison, le client pourrait tomber. On parle aussi d'atteinte fonctionnelle au niveau de visuel, cognitif ou motrice. De modification dans la façon de conduire, donc le client ne sort plus, ne veut plus conduire le soir ou s'il neige, s'il pleut. Les risques d'accident au volant qui sont souvent rapportés par la famille
Et il ne faut pas oublier aussi les abus de substances, comme médicaments qui pourraient causer la somnolence. Maintenant, nous revenons avec le cas de M. Tremblay. Donc, dans la situation présentée, quels pourraient être les indices cliniques qui démontrent que sa conduite automobile pourrait être altérée? Donc, d'abord, le fait que monsieur oublie ses rendez-vous s'ils ne sont pas notés, ça peut nous indiquer une altération au niveau de sa mémoire. M. Tremblay est fâché lorsque le médecin le questionne, ce qui pourrait nous faire questionner sur son jugement. Peut-être qu'il est altéré. Il ne peut plus gérer seul son budget. Il a des difficultés à faire des trajets connus depuis longtemps, par exemple le trajet pour aller en Floride. Et il conduit seulement pour aller à la pharmacie et à l'épicerie, ce qui fait qu'il réduit ses déplacements. Donc, ici, vous avez un petit résumé de ce que le vieillissement normal peut apporter au niveau de changements, notamment au niveau de la vision, des fonctions motrices, des fonctions sensorielles et des fonctions cognitives, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est important de se rappeler que la conduite automobile, c'est une activité qui est très complexe et qui requiert plusieurs capacités fonctionnelles, notamment visuelles, mais aussi au niveau de la mobilité cervicale, de la préhension manuelle. Donc, on demande une manipulation adéquate des contrôles, mais aussi une manipulation qui va être simultanée, donc où on a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Une bonne proprioception et une bonne sensibilité des pieds. Donc, il faut être alerte aussi aux patients qui sont diabétiques, là, qui peuvent avoir une diminution de la sensibilité. Une cognition qui est adéquate, donc ça demande plusieurs fonctions cognitives, dont une attention soutenue et divisée, et un bon jugement pour faire face à toutes les situations qui surviennent pendant la conduite auto. Maintenant, regardons ce qu'implique un simple arrêt à une lumière rouge. Premièrement, on doit voir la lumière. Donc, ça implique une bonne vision. On doit aussi se souvenir du sens de la couleur rouge. Alors, ça nous réfère à notre mémoire. Et on doit être attentif. Ici, on pense à la mémoire immédiate. En deuxième, on doit reconnaître et comprendre le pourquoi de la lumière rouge. Donc, nous nous référons ici à notre mémoire sémantique, c'est la mémoire des choses apprises depuis longtemps. Par la suite, on doit réagir en conséquence. Donc, encore une fois, on pense à la mémoire, à la motricité, afin d'être en mesure de changer de pied pour freiner. Par la suite, on doit relâcher l'accélérateur, ce qui fait appel à la fonction motrice, exécutive et exécutive. On doit aussi évaluer la distance d'arrêt, donc notre mémoire est encore impliquée, ainsi que le jugement qui est très important. Par la suite, on doit changer de pédale et appliquer une pression appropriée sur les freins. Encore une fois, on fait appel à la fonction motrice, ainsi que la mémoire procédurale, qui, on se rappelle, fait partie des dernières mémoires, des mémoires à long terme et qui part en tout dernier. Par la suite, on doit garder une pression appropriée sur les freins afin d'immobiliser la voiture et la maintenir dans la voie appropriée. Donc, encore une fois, on fait appel à la mémoire procédurale ainsi que la fonction motrice qui est en jeu. Être attentif au changement de lumière. Donc, encore une fois, on se réfère à l'attention, la mémoire et au jugement.
On doit analyser la circulation autour de soi avant de repartir. Encore une fois, on pense à l'analyse de la situation, au jugement et à l'attention. Et finalement, on doit changer de pédale. Ici encore, ça implique la force motrice et la mémoire procédurale. Donc, comme vous pouvez voir, un simple arrêt à une lumière rouge peut être très compliqué pour notre clientèle en troubles neurocognitifs majeurs. Maintenant, nous allons regarder quelques statistiques. On dit que 30% des clients atteints d'un trouble neurocognitif majeur conduisent. 40% sont impliqués dans un accident. 80% continuent de conduire, c'est relié à un pauvre jugement, ainsi que 80% de ces derniers sont impliqués dans un second accident de la route. Maintenant, nous vous présentons les rôles de l'équipe d'intervenants en JMF concernant la conduite auto chez notre clientèle. Donc, d'abord, l'équipe doit repérer et identifier les troubles neurocognitifs chez la clientèle. Ensuite, faire une évaluation de la condition médicale et d'identifier les limitations fonctionnelles qui en découlent, de décrire les atteintes, donc au niveau cognitif, fonctionnel et comportemental, et de suivre l'évolution de la condition médicale et de la condition qui peut affecter la conduite auto. Maintenant, nous vous présentons une procédure fonctionnelle et rapide d'évaluation de la conduite auto en GMF qui va vous prendre environ 30 minutes. Nous vous suggérons les outils suivants. D'abord, une évaluation infirmière de base et ou en collaboration avec le travailleur social. Ensuite, un questionnaire d'évaluation de la conduite automobile en GMF. Le test du trail, ainsi que le test de l'horloge. Voici ce que votre évaluation infirmière de base et en collaboration avec les travailleurs sociaux devrait comprendre. D'abord, une révision du dossier pour voir, par exemple, les dernières notes au dossier avec les dernières évaluations qui ont été faites au niveau du client. Pour les infirmières, on demande de regarder les différents diagnostics qui sont inscrits au dossier qui pourraient influencer la conduite automobile. Par exemple, au niveau du diabète, est-ce qu'il y a de l'apnée du sommeil, des cataractes, du glaucome, des maladies cardiaques, de l'épilepsie, etc. De plus, on vous demande de vérifier la médication. Par exemple, est-ce que le client prend des benzos, des narcotiques, des somnifères ou toute autre médication qui pourrait avoir un impact sur l'état d'éveil du patient. Ensuite, on vérifie l'histoire de santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des habitudes de consommation, un déficit visuel, de la douleur avec des limitations physiques ou fonctionnelles, etc. Et l'autocritique du client. Donc, est-ce que le client nie ses pertes ou alors il les réalise? Maintenant, voici un court tableau qui vous permet, dès le premier contact visuel avec le client, même avant de lui poser des questions, d'évaluer avec votre observation. Donc, vous allez chercher votre client dans la salle d'attente pour pouvoir faire votre évaluation de la conduite. Vous pouvez déjà observer plusieurs aspects. Donc, d'abord, au niveau des fonctions motrices, vous pouvez observer si le client est autonome ou non au niveau de son transfert. Est-ce qu'il a des pertes d'équilibre? Est-ce qu'il a besoin d'assistance? Est-ce qu'il a recours à une aide technique, par exemple une canne ou un déambulateur? Est-ce que sa démarche semble adéquate?
Semble-t-il avoir une bonne motricité au niveau de ses membres supérieurs ou inférieurs? Est-ce qu'il présente une hémiplégie ou une hémiparésie? Est-ce que ces mouvements sont normaux ou anormaux? Est-ce qu'il présente une bonne motricité et une force de ses membres? Est-ce qu'il présente des tremblements ou une dystonie? Au niveau des fonctions cognitives, vous pouvez également observer plusieurs aspects. Par exemple, est-ce qu'il présente une apparence générale qui semble adéquate ou alors il présente une négligence au niveau de son hygiène? Son état d'éveil semble-t-il approprié à la situation? Ou alors est-il hyper somnolent ou hyper vigilant? Est-ce qu'il présente une bonne cohérence du discours, une bonne fluidité verbale? Est-ce qu'il est orienté dans les 3 sphères? Et est-ce qu'il respecte les conventions sociales? Donc, semble-t-il avoir un bon jugement ou alors il présente des propos ou des gestes qui pourraient être inadéquats? Maintenant, nous vous proposons un questionnaire d'évaluation de la conduite automobile en GMF. Donc, c'est un questionnaire qui est un peu comme la collecte de données que vous êtes habitué de faire, mais beaucoup plus concentré sur la conduite auto. Dans la première partie du questionnaire, vous allez retrouver le nom du client, sa date de naissance, tout ce que vous pouvez retrouver dans votre dossier médical. Mais aussi, vous avez 2 petites cases où est-ce que c'est demandé. Est-ce que la demande est faite par le médecin pour remplir le M28 de façon routinière ou si c'est une demande d'inaptitude avec le formulaire D1 que nous allons vous présenter plus tard. Donc, vous cochez celle qui convient à votre demande. Donc, on va vérifier les habitudes de conduite de votre client. On va lui demander des choses comme combien de sorties par semaine faites-vous avec votre voiture et quelle est la distance. Donc, on veut savoir si le client sort souvent et s'il reste autour de la maison ou s'il va plus loin. On pourrait lui demander aussi, vous sentez-vous moins confiant au volant? Est-ce que vous conduisez seulement par beau temps ou si ça n'a pas d'importance pour vous, la température n'est pas un élément important. Par la suite, on va lui demander, avez-vous eu des contraventions? Donc, quand on parle de contravention, on pourrait penser à des tickets de stationnement, des tickets pour de la vitesse excessive ou insuffisante aussi, des virages interdits, des omissions d'un arrêt à la dernière minute. C'est important de questionner le client puis de lui demander, lui dire, là, quand on parle de contravention, des fois, pour eux autres, c'est plus vague. Donc, essayez d'être plus spécifique dans votre demande. Et ça, on va lui demander tout ça là, dans la dernière année. Par la suite, on peut lui demander, est-ce que votre voiture est endommagée? Est-ce qu'il y a des égratignures? Est-ce qu'il y a des bosses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées dernièrement? On va lui demander aussi s'il a besoin d'un copilote. Donc, un copilote, c'est quelqu'un qui est assis à côté de lui et qui lui dit, OK, c'est le temps de partir, la lumière est verte, c'est le temps d'arrêter, la lumière est rouge, on tourne à gauche, on tourne à droite. Donc, vous allez retrouver ça souvent dans cette clientèle-là où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté puis qui va l'aider à conduire en lui donnant les directions. On va lui demander aussi s'il s'est déjà perdu lorsqu'il conduisait, quand il était tout seul. Ensuite, on va questionner la personne proche aidante parce que quand vous faites cette évaluation-là, comme n'importe quelle évaluation en troubles neurocognitifs, c'est important d'avoir une personne qui connaît bien votre client lors de l'évaluation. Donc, on pourrait demander à la personne proche aidante, laisseriez-vous vos enfants ou vos petits-enfants embarquer avec votre proche? Et on pourrait lui demander si la personne atteinte a besoin d'un copilote pour l'aider à retrouver son chemin ou pour l'aviser de dangers éventuels. Et par la suite, on va faire la vérification de la fonction motrice.
Par exemple, vous pouvez demander au client quelle est la première chose à faire en embarquant dans la voiture. On s'attend à ce qu'il vous réponde de mettre sa ceinture de sécurité. Ensuite, vous lui demandez de tourner la tête et l'épaule à 45 degrés vers la droite et vers la gauche pour voir s'il a une bonne mobilité et pour voir s'il serait bien capable d'effectuer un changement de voie, de regarder dans son angle mort. Ensuite, vous lui demandez quel pied il utilise pour freiner et quel pied il utilise pour accélérer. On s'attend à ce qu'il vous réponde le pied droit, le même pied pour les deux, mais ça peut être surprenant là, dans les réponses. Ça peut nous indiquer aussi au niveau de son jugement. Par la suite, concernant le jugement, vous continuez avec des mises en situation et vous lui demandez de vous répondre à certaines questions comme vous conduisez et soudainement il pleut très fort. Est-ce que vous adaptez votre conduite? On s'attend à ce qu'il vous dise quelque chose comme « je vais ralentir » ou alors « je vais même me stationner s'il pleut trop fort et attendre que la pluie diminue ». Vous pouvez lui demander aussi « un automobiliste vous coupe rapidement, se place devant vous et ralentit. Comment réagissez-vous? Éprouvez-vous des difficultés dans les carrefours giratoires? Expliquez le fonctionnement. À la maison, le feu prend sur la cuisinière. Quelle sera votre réaction? Et votre conjoint ou conjointe ne se réveille pas ce matin, mais respire. Quelle sera votre réaction? Le jugement est vraiment nécessaire dans la conduite automobile. Voici quelques erreurs liées à la conduite qui pourraient être des exemples d'erreurs de jugement qui sont possibles. Par exemple, le client pourrait faire une mauvaise signalisation, donc il essaie de tourner à droite, mais signalise un virage à gauche. Une difficulté dans les virages, surtout lorsqu'il y a des voies multiples, donc il pourrait changer de voie là, pendant qu'il tourne. Une circulation dans la mauvaise voie. Des chocs des bordures ou des trottoirs, une vitesse trop lente, ce qui peut être dangereux, une mauvaise gestion des imprévus, une absence d'anticipation des situations dangereuses, des problèmes à s'orienter dans des endroits qui sont connus, des accidents ou des quasi-accidents, une confusion entre le frein et l'accélérateur, ou alors un arrêt inopportun dans le trafic. Maintenant, nous allons regarder ensemble comment donner les explications pour le tracé, le trail making à votre client. Il est très important de s'assurer que le client comprend bien les consignes que vous allez lui donner. Et ce, vous pouvez le répéter jusqu'à temps que le client ait bien compris. Donc, le premier test abrégé que vous voyez, c'est vraiment pour lui donner l'explication et vérifier avec lui s'il a bien compris. Donc, vous allez lui donner le test abrégé ainsi qu'un crayon au plomb et un efface. Vous allez faire la démonstration en lui mentionnant de suivre les règles que vous allez lui donner. Donc, vous lui expliquez qu'il doit tracer une ligne en alternant les chiffres et les lettres en ordre croissant. Donc, il doit partir du chiffre 1, aller vers le A, ensuite du A vers le 2, ainsi de suite. Et il faut bien dire au client qu'il ne doit pas soulever le crayon du papier. Donc, le client peut recommencer jusqu'à temps qu'il ait bien compris les consignes. Par la suite, on va expliquer au client qu'il dispose de 5 minutes maximum pour compléter le test qui est chronométré et que s'il commet une erreur ou plus, vous pouvez lui mentionner et il peut se corriger. Cependant, le temps de correction est compris dans le temps qui est chronométré de 5 minutes. Pour les résultats, on dit que le client qui va prendre 3 minutes pour faire le test,
il y a un risque de 50% de tests d'échec sur la route. S'il prend 5 minutes, le risque est de 83% d'échec au test de la route. Bien sûr, quand on parle du test de la route, c'est celui de la SAAQ. Et plus que 5 minutes, bien, le risque est de 100% sur le test de route. Donc ici, vous pouvez voir le test, le trail making, qu'on appelle le tracé, mais qui est celui que le client va faire. Donc, vous avez des chiffres de 1 à 13 et ainsi que des lettres de A à L. Le client doit vraiment, vous lui indiquer le début et il doit compléter jusqu'à la fin qui est le 13. Maintenant, nous vous présentons un second test qui est le test de l'horloge. Donc, pour s'effectuer, vous vous assurez que le client est bien assis au fond d'une chaise comme s'il était dans sa voiture. Ensuite, vous allez vous placer à 10 pieds derrière lui, ce qui équivaut à environ 3 mètres, d'abord du côté droit et puis de son côté gauche, comme pour un angle mort dans la voiture, comme s'il voulait effectuer un changement de voie, par exemple. Ensuite, vous lui demandez de faire comme si il voulait reculer ou changer de ligne et on veut qu'il tourne sa tête et le haut de son corps pour regarder à l'arrière, pour vous regarder vous. Vous tenez dans vos mains une feuille de papier avec un dessin d'une horloge qui indique l'heure soit de 9 heures ou de 3 heures et vous lui demandez quelle heure est indiquée sur l'horloge que vous tenez dans vos mains. Vous faites la même chose ensuite de l'autre côté. Donc, on s'attend à ce qu'il soit capable de bien se tourner sans se lever et de vous indiquer la bonne heure. On vous a mis ici un exemple d'une horloge qui peut être utilisée pour faire le test. Que doit-on faire face aux résultats? Donc, on vous suggère d'avoir une discussion franche et honnête avec le client. On vous suggère aussi d'impliquer son proche aidant. Donc, c'est toujours mieux si c'est avec l'accord du client. On doit lui expliquer le constat des résultats, soit du côté physique ou du côté cognitif. Quelles sont les raisons qui font que les résultats sont comme ça? On doit aussi mesurer l'impact s'il y a une interdiction de conduite pour le client et pour le proche. C'est sûr que c'est une grosse perte pour le client de perdre son permis de conduire, mais il faut aussi penser que pour le proche, ça va être une augmentation du fardeau parce que c'est le proche qui devra accompagner le client pour ses sorties médicales, son épicerie ou la pharmacie. On devra trouver avec eux des pistes de solutions parce qu'il existe quand même des ressources communautaires qui peuvent les aider. Et par la suite, on devra assurer le suivi. Maintenant, on va regarder des arguments qu'on pourrait utiliser si le client refuse. Donc, on pourrait dire au client qu'il risquerait d'endommager sa voiture ou il pourrait endommager les voitures des autres. Il pourrait aussi blesser grièvement et même tuer quelqu'un. Et si notre client a eu un dossier parfait de conduite toute sa vie, on pourrait lui dire que ça va faire une belle tâche sur son dossier. On pourrait parler aussi des arguments monétaires comme l'entretien d'une voiture. Le coût de l'entretien d'une voiture, quand on pense à l'essence, les assurances, les immatriculations, on dit que ça pourrait aller au-dessus de 8 500 $ par année. On doit laisser le contrôle au client de décider lui-même si c'est possible et trouver aussi avec lui des solutions. Il est très important de dire au client que le médecin ne peut pas enlever le permis de conduire, mais c'est seulement la SAAQ qui peut le faire.
Le médecin a plusieurs rôles concernant la conduite automobile de la clientèle. D'abord, il doit renseigner le client sur l'impact possible d'un diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs sur la conduite auto. C'est lui qui pose le diagnostic et documente les impacts fonctionnels au dossier du patient en collaboration avec les autres intervenants. De plus, selon le Collège des médecins du Québec, si un médecin conseille au patient de ne pas conduire, mais qu'il croit que ce dernier ne suivra pas son conseil et qu'il y a une situation de danger potentiel, le médecin a l'obligation d'aviser les autorités de la SAAQ. La signature du client n'est pas obligatoire dans une déclaration d'inaptitude qu'on va voir dans quelques minutes. Le médecin peut, sans cette signature, transmettre le formulaire à la SAAQ. De plus, avec les intervenants JMF, le médecin va préparer le client à la cessation de la conduite. Il va l'accompagner dans son cheminement. Et c'est important de garder en tête que ce n'est pas le médecin qui statue sur la capacité de conduire. Il ne retire pas le permis, c'est seulement la SAAQ qui détient ce pouvoir. C'est important de bien le faire comprendre au client. Nous vous présentons un petit algorithme pour vous aider à prendre une décision, à savoir si vous devriez faire un signalement à la SAC concernant l'inaptitude à la conduite ou non. Donc, comme on a déjà vu, d'abord, on fait une révision du dossier, qui est l'évaluation de base qu'on vous a présentée, et on s'assure qu'un examen clinique à jour a été fait, un examen médical. Et on se pose la question à savoir s'il y a un problème de santé qui pourrait compromettre la conduite automobile dans la situation. S'il n'y en a pas, eh bien, aucune action n'est requise. Si on se questionne, mais qu'on a peut-être besoin d'un complément d'information, on peut aller référer soit au médecin ou à d'autres professionnels comme un ergothérapeute, un optométriste ou un ophtalmologiste. Par contre, si c'est clair qu'il y a une problématique de santé qui pourrait influencer la conduite auto, alors on a l'obligation d'aviser le client des résultats, donc d'en discuter avec lui, de faire des liens santé avec son dossier la conduite auto. Et vous pouvez avoir recours à d'autres ressources comme une équipe spécialisée, une équipe de gériatrie, un ergothérapeute ou la SAAQ. De plus, on doit s'assurer d'aviser la personne de restreindre sa conduite auto entre-temps si c'est nécessaire. Dans une situation où le client va bien collaborer, on va alors lui demander le consentement de communiquer les résultats pour compléter le formulaire M28. On va vous présenter tantôt quelle partie on peut remplir de ce formulaire-là. L'idéal, c'est d'avoir la collaboration du client pour qu'il soit au courant des démarches et qu'il puisse se préparer également. Par contre, il y a des situations où le client ne va pas collaborer. Alors donc, on doit appliquer la règle des 3 S. La règle des 3 S, c'est d'abord, s'il y a des raisons de cesser la conduite auto pour des raisons médicales, si le client n'a pas l'intention de suivre les conseils qu'on lui a donnés et s'il y a une situation qui est potentiellement dangereuse pour la conduite, nous avons une obligation de signalement. Il existe 2 moyens pour faire un signalement d'inaptitude à la conduite automobile. Alors ici, vous voyez le formulaire M28. Ça, c'est le formulaire que le client vient faire remplir de façon régulière après 75 ans, mais le médecin peut aussi s'en servir pour faire une déclaration d'inaptitude. Donc, il pourrait, avec le formulaire M28, remplir seulement la partie 8, 11 et 12. Donc, c'est plus rapide pour le médecin parce que les questions sont déjà là. Il n'a qu'à répondre à ces questions-là, 8, 11 et 12. L'autre moyen, ce serait de remplir le formulaire qu'on appelle le DI. C'est une déclaration d'inaptitude. Donc, comme vous
vous pouvez voir ici à l'écran, on a déjà rempli la partie blanche et le médecin, par contre, avec le DI, il doit tout écrire à la main. Donc, c'est un exemple qu'on vous donne. Et pour vous aider à remplir à la main la partie du DI, nous vous suggérons d'inscrire le plus d'informations possible. Donc, les éléments qui sont majeurs, les diagnostics, les atteintes de sévérité. On ajoute aussi les résultats des MMSE, du MoCA, de l'horloge, du Trail B s'il a été fait. Si le Trail B a été fait, on pourrait aussi parler du temps de réponse, du nombre d'erreurs que ça a pris. Donc, on pourrait ajouter les tests MMSE, MoCA, l'horloge ou le Trail B s'il a été fait, ainsi que le temps de réponse et le nombre d'erreurs. On pourrait inscrire le ou les diagnostics ainsi que les limitations fonctionnelles s'il y a lieu. On pourrait aussi inscrire l'impact de la médication qui pourrait affecter la conduite automobile. On pourrait inscrire les faits rapportés par la famille. S'il y a eu des accidents ou des incidents, des contraventions ou si le client s'est perdu. Si vous avez une évaluation ergothérapeute au dossier, ça serait important de l'insérer. Et si le médecin demande au client de ne pas conduire jusqu'à ce qu'il ait son évaluation avec la SAAQ, donc il serait important de l'inscrire sur votre papier DI et d'aviser le client aussi verbalement de cette recommandation. On va noter les coordonnées du client ainsi que du demandeur. Et s'il y a un mandataire au dossier, alors vous pourriez indiquer son nom, son numéro de téléphone sur le formulaire et à ce moment-là, il va y avoir une possibilité que la SAAQ puisse communiquer avec le mandataire. Bien sûr, on a expliqué au début qu'on n'a pas besoin d'avoir la signature du médecin pour faire ces déclarations, mais si on l'ajoute, on accélère le processus de traitement de la déclaration avec la SAAQ et c'est une valeur ajoutée pour diminuer la demande de complémentarité d'informations. L'intervenant n'est pas obligé d'informer le client, mais c'est certain qu'il serait préférable d'avoir son autorisation. La loi protège les professionnels contre une injonction potentielle. On retrouve ça dans les articles 603 à 605 du Code de sécurité routière. Et l'article 605 du Code de sécurité de la route autorise la divulgation de renseignements cliniques à la SAAQ. Il y a la protection du professionnel contre tout recours légal si le signalement est fait de bonne foi. Aucune poursuite pour dommages lorsqu'un accident de la route entraîne des blessures, mais il y a un recours possible si une condition médicale pouvant affecter la conduite n'est pas déclarée. Donc, quels sont les professionnels qui peuvent signaler une problématique concernant la conduite automobile? Alors, on parle des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, psychologues et optométristes. Ici, sur la diapositive, vous allez retrouver les numéros de fax pour envoyer vos formulaires à la SAAQ. Voici maintenant le processus de la SAAQ une fois qu'ils auront reçu le formulaire de déclaration d'inaptitude que vous allez avoir rempli. Donc, la SAAQ va téléphoner au client dans les 24 à 48 heures suivant la réception du document, seulement s'il y a une suspension du permis de conduire, et va aviser le client qu'il recevra une lettre
par courrier recommandé. Le permis peut être suspendu soit de manière immédiate, donc si la SAAQ juge qu'il y a un danger de conduite là, dans l'immédiat, ou alors si il y a une suspension qu'on dit médicale, donc une condition médicale qui fait en sorte que le permis doit être suspendu, mais qu'il n'y a pas de danger immédiat, alors ils vont aviser le client que leur permis va être suspendu dans les 20 jours suivants. Si la SAAQ demande un test sur route, ça va être indiqué dans la lettre et le client aura 30 jours pour appeler et prendre son rendez-vous et la SAAQ se doit de lui fournir une plage horaire. Par la suite, si le client veut contester la décision de la SAAQ, il a 60 jours pour faire des représentations pour appel auprès du tribunal administratif du Québec et de la SAAQ. Et par la suite, c'est vraiment la SAAQ qui va aviser le client, soit sur place et ou par écrit, si le permis est officiellement retiré. Comme intervenant, vous avez la possibilité de connaître la décision de la SAAQ, à savoir si le permis de conduire du client est valide ou s'il est invalide, soit en les contactant par télécopieur, téléphone ou sur Internet, sur le site qui est affiché à l'écran. Et sachez que ce site Internet-là, il y a beaucoup d'informations qui se trouvent sur la page qui est vraiment adressée aux professionnels de la santé. Donc, ça peut répondre à beaucoup de vos questions. N'hésitez donc pas à le consulter. Le client a aussi la possibilité d'aller faire une évaluation ergothérapeute en pratique privée. Donc, si on l'avise qu'il doit faire une évaluation sur route, il y a quand même des délais là, avec la SAAQ pour des clients qui voudraient accélérer le processus, peuvent aller en pratique privée. Par contre, il y a des modalités et des coûts liés à ça. L'accès va être plus rapide. On parle de 1 à 2 semaines environ pour avoir un rendez-vous. Et l'évaluation va comprendre une évaluation en salle et une évaluation sur route. Par la suite, le rapport va être envoyé à la SAAQ à l'intérieur d'1 mois. Selon les lignes directrices de l'Association médicale canadienne 2012, aucune évaluation cognitive n'est à ce jour assez sensible et spécifique pour déterminer l'aptitude de conduite. Un diagnostic de troubles neurocognitifs et l'âge avancé ne sont pas suffisants pour révoquer un permis de conduire. Par contre, on dit que les troubles neurocognitifs modérés à sévères sont contre-indiqués pour la conduite automobile. Toutefois, les anomalies au MMSE, à l'horloge et au Trail B devraient mener à une évaluation beaucoup plus approfondie. Les troubles neurocognitifs ne prohibent pas d'emblée la conduite automobile, mais tôt ou tard, il faudra préparer le client à cette éventualité. Aucun test cognitif ne reflète parfaitement la performance réelle sur la route, mais l'autonomie fonctionnelle, elle, peut donner de bons indices. L'enjeu de la conduite automobile chez le client atteint de troubles neurocognitifs s'aborde beaucoup plus facilement en équipe que seul. Nous vous invitons à remplir le petit questionnaire à la fin afin de tester vos nouvelles connaissances apprises. Bonne route en sécurité.